Bonjour et bienvenue pour une nouvelle insaisissable review. Après les intrigues à Kyoto, il est temps de se lancer dans l'ultime bataille avant le début de la rébellion de Tokiyuki et ses compagnons à travers les chapitres 59 à 70. Ça va être une sacrée bataille comme Yusei Matsui sait si bien le faire, donc accrochez-vous bien, il va y avoir de l'action. Quand les insaisissables rentrent à Suwa, Yorishige explique que le chaos règne à Kyoto malgré l'échec de la tentative d'assassinat sur Takoji et l'empereur. On voit donc que Tokiyuki peut tout de même retirer un bénéfice de cet échec presque fatal, car il lui donne une opportunité parfaite d'enfin se soulever contre l'empereur qui lui a pris le pouvoir, mais aussi ses proches. Yorishige demande alors à Tokiyuki de choisir quel itinéraire choisir pour leur campagne de reprise de Kamakura. On sent donc bien la confiance du prêtre envers le jeune garçon, car cette décision est des plus importantes, mais cela sert aussi à continuer à former Tokiyuki comme général en chef des armées Hojo. Yorishige ne va pas être déçu, car Tokiyuki fait rapidement un choix. Celui de prendre la route la plus longue avec les ennemis les plus forts sur sa route. Cela va surprendre son entourage, et le jeune garçon explique alors qu'il compte adopter la même stratégie que Nitta Yoshisada, qui a conquis Kamakura il y a 200 ans de cela. Cette stratégie consiste à rallier tous les mécontents de la restauration de l'empereur grâce à son véritable nom, comme l'avait fait Yoshisada avec le fils de Takoji, que ces derniers lui avaient confié. Le samouraï rebelle avait ainsi alors réussi à rassembler un nombre suffisant pour s'emparer de Kamakura, et Tokiyuki compte bien faire de la même chose. C'est très malin de sa part, et bien aidé de ses stratèges Fubuki et Shijoku, ce plan semble solide. Yorishige accepte alors, mais avant de pouvoir mettre ce plan en marche, il va falloir se défaire de ses ennemis en Shimano, que sont Sadamune et Kiwara, ainsi que leurs suiveurs. Tokiyuki va donc à la rencontre des soldats de la faction dite de Kamakura, car ce sont les survivants de l'attaque de la cité il y a 2 ans. Yorishige les a entraînés en secret pour qu'une fois la rébellion engagée, Tokiyuki soit leur commandant. Cependant, ces soldats ne le savent pas, et quand Miura Hachiro, l'actuel leader de cette faction, demande à Tokiyuki qui vont-ils servir, il espère être dirigé par l'un des 3 grands généraux de Suwa. Et c'est là que Yusei Matsui nous fait une longue case montrant toute la déception des soldats quand Tokiyuki leur annonce que c'est lui qui les mènera au combat. C'est encore des expressions faciales extrêmement exagérées, comme Yusei Matsui adore le faire dans ce manga, et donc malgré tout le sérieux de la préparation à la guerre, on a tout de même ce moment aussi comique que triste pour Tokiyuki qui se désole devant tant de dépit. Ensuite, chacun des insaisissables rentre dans leurs familles respectives pour la dernière nuit avant la grande bataille, et c'est ainsi que l'on voit bien qu'une grande campagne militaire arrive, quand l'auteur prend bien son temps de montrer les personnages chez eux à se reposer. C'est donc là que, sans prévenir, on apprend que Kojiro a un frère qui porte le même nom et qui lui ressemble presque trait pour trait. La seule différence, ce sont ses cheveux noirs plus longs et une subtile différence dans l'un des kanji utilisés dans son prénom. En effet, le Ko de Kojiro, qu'on connaît depuis le début, est écrit avec le kanji signifiant orphelin ou seul, alors que le Ko de l'autre Kojiro est écrit avec le kanji signifiant petit. Il faut vraiment bien connaître le Japon pour saisir cette nuance, et je remercie le wiki de Elusive Samurai pour cette info que je ne connaissais pas. On retrouve aussi rapidement Yoritsugu avec son père Tokitsugu, où le jeune garçon ne comprend pas cette dévotion pour Tokiyuki. C'est intéressant de le voir un peu sérieux, contrairement à la dernière fois, où c'était un sale gosse, hein, on s'en souvient bien. On voit aussi que Tokitsugu prépare son fils à ce que son père ne revienne pas. On voit donc bien que malgré leur plan, le clan Suwa n'est pas confiant à 100%, ce qui est un peu inquiétant. Pour en finir avec ces préparatifs, on revient sur Tokiyuki qui est presque obligé de passer cette dernière nuit avec Yorishige, et ce sera bien sûr l'occasion de placer encore du gag, mais aussi un moment un peu plus sérieux, et pas vraiment rassurant, car Yorishige prévient qu'en dehors de Suwa, il ne pourra plus prédire d'avenir. C'est donc vers l'inconnu que Tokiyuki partira une fois quitté Suwa. Après cette nuit reposante, il est temps pour les armées de Suwa d'attaquer le camp fortifié du légat pour ensuite avoir la liberté de quitter Shimano, l'esprit tranquille. Alors que les armées se séparent, car bien sûr Sadamune avait prévu cette attaque, Tokiyuki, ses insaisissables et la faction de Kamakura
sont en embuscade, prêts à attaquer Shokan, qui lui aussi se prépare à embusquer Yorishige, parti à la poursuite de Sadamune. La bataille a donc à peine commencé, et déjà Yusei Matsui met en scène des poursuites, des contre-poursuites et une embuscade d'embuscade, ce qui est assez fort quand même. De plus, Tokiyuki n'embusque pas Shokan n'importe comment. Il trouve l'endroit le plus improbable, puis déboule sur les hommes du puissant Shokan en surfant sur des troncs enflammés pour dévaler une pente rocheuse, le tout magnifiquement illustré sur une pleine page. On a alors un Tokiyuki enjoué par tant de dangers, alors que sa faction est elle bien moins rassurée. On peut dire que pour une arrivée sur le champ de bataille, c'est quelque chose. Bien sûr, tout ce stratagème exagéré est là pour surprendre et effrayer les soldats aguerris de Shokan, tout en emportant dans la tombe nombre d'entre eux. Une stratégie efficace car ces soldats furent mis en déroute rapidement et Shokan le comprit rapidement. Il prit alors la fuite, mais fuir un maître de la fuite comme Tokiyuki, c'est peine perdue. Alors, le prince samouraï, accompagné de Fubuki, rattrape alors rapidement Shokan et ce dernier cesse alors de fuir. Après avoir demandé à Tokiyuki comment il a pu l'embusquer et quelle était donc cette technique avec les troncs enflammés, Shokan reconnaît les progrès impressionnants de son jeune adversaire et le reconnaît aussi comme un adversaire de valeur qui a réussi à complètement déjouer toute l'imprévisibilité de Shokan et ses soldats. Le duel commence alors et malgré que Shokan soit seul face à Tokiyuki et Fubuki, il domine tout de même le combat et c'est assez impressionnant. En quelques coups, Shokan arrive à séparer les deux alliés et Tokiyuki se retrouve seul face à lui. Cependant, au lieu d'attaquer, le jeune garçon lui tourne le dos et s'agenouille, laissant son coup bien visible à son adversaire. Shokan tente alors de l'attaquer, mais même le dos tourné, Tokiyuki semble pouvoir fuir ses attaques à la grande surprise de Shokan. Le samouraï bandit comprend cependant rapidement qu'en fait c'est Fubuki qui indique à Tokiyuki par où fuir et Shokan construit alors un plan pour le tromper et remporter la victoire. Mais alors qu'il allait passer l'attaque, Fubuki lui grille la politesse et se met à foncer vers Tokiyuki comme s'il allait l'attaquer avec son sabre. Tokiyuki l'évite alors dans un geste réflexe extrêmement rapide et se jette en arrière, filant vers Shokan qui reste médusé. Tokiyuki lui plante alors la lame de son sabre dans la gorge pour ensuite la retirer dans une grande gerbe de sang. Shokan est ainsi vaincu par une technique que Fubuki appelle lame double croc. Yusei Matsui nous sort encore là une nouvelle technique de combat qui utilise parfaitement le don de la fuite de Tokiyuki et particulièrement ses muscles de fuite qu'il avait déjà utilisés pour raisonner Oshina à leur première rencontre. C'était un moment assez loufoque où Tokiyuki l'attaquait avec ses fesses et Yusei Matsui, à travers Fubuki, a réussi à transformer ça en une technique fatale. Je suis encore une fois impressionné par l'inventivité de cette technique, mais aussi par la mise en scène sobre mais efficace. Elle est très sanglante aussi. On a droit à une nouvelle pleine page avec un Tokiyuki portant le coup fatal à Shokan, et c'est aussi sanglant qu'impressionnant. On sent vraiment la puissance du coup, et il n'y a pas d'arrière-plan pour distraire notre regard. On est vraiment concentré sur les deux personnages, c'est vraiment parfait. Le troisième et dernier round entre Tokiyuki et Shokan se solde donc par une victoire du jeune garçon, et Yusei Matsui ne laisse une place sur le sang dans les prochaines cases, pendant que Shokan a sa dernière pensée. Une fois mort, Fubuki s'occupe d'ôter la tête de Shokan pour ainsi l'exhiber aux soldats de ce dernier, espérant ainsi cesser le combat. Quand les deux garnisons remontent, l'espoir de Fubuki n'est pas vain, car en effet, une fois les soldats de Shokan qui voient la tête de leur chef, ils capitulent aussitôt. C'est donc là que Tokiyuki remporte sa première grande victoire contre un puissant général et son armée. Et cela force l'admiration de la faction de Kamakura, car Miura, leur précédent leader, voue alors une sincère allégeance à Tokiyuki, tranchant avec l'attitude nonchalante et désabusée d'il y a quelques pages. Tokiyuki fait ainsi coup double, il devint un puissant général et gagne l'admiration de ses soldats et se construit ainsi une réputation. Les insaisissables et leur faction de soldats retournent alors sur le champ de bataille principal, devant la résidence fortifiée du légat, où le combat est loin d'être gagné par les forces de Suwa, car Ichikawa et ses hommes arrive à repousser l'attaque d'Oshina qui finit par fuir. Ishikawa le poursuit et se fait alors coincer par l'arrivée des trois généraux de Suwa et leur armée. On dirait donc que Yorishige avait encore bien prévu ce mouvement, qui laisse alors la résidence du légat sans protection. Ishikawa étant coincé par les trois généraux et Sadamune est encore loin car il était occupé à poursuivre Yorishige. Cependant, ce dernier débat alors un message de Shokan qui avait prévu la possibilité de sa défaite et que dans ce cas, Sadamune devait rejoindre le légat au plus tôt. Comme quoi, même dans la mort,
Shokan arrive encore à être imprévisible. C'est quand même incroyable. Sadamune applique alors ce conseil rapidement pour rejoindre Kiyohara. Ainsi, les deux généraux combinent 3500 soldats contre seulement 2500 pour Yorishige. Les chiffres ne sont donc pas en faveur du clan Suwa, mais cela ne décourage pas Yorishige pour autant. Cela dit, c'est Sadamune qui attaque en premier et arrive à supprimer la première ligne de défense, lui permettant de pouvoir décocher une puissante flèche en direction de Yorishige. Sadamune pense l'avoir atteint, mais on voit vite qu'il n'en est rien, le dieu de Suwa n'ayant évidé à une vitesse assez incroyable sans trop faire d'efforts. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que Tokiyuki qui arrive à voir qu'il est bougé assez rapidement, parce que lui, forcément, avec son maîtrise de la fuite, il a vu la chose. Yorishige, lui rend alors son coup avec une flèche encore plus puissante qui fait mouche en se plantant dans le casque de Sadamune. On voit alors une fois de plus que sous des airs parfois très clownesques, Yorishige est un monstre de puissance. Et qu'il a gentiment épargné Sadamune, parce qu'il aurait pu très bien lui mettre une flèche entre les deux yeux. Mais son adversaire n'est pas en reste, car il lance alors une unité de soldats qui arrive rapidement près de Yorishige pour le tuer, mais pas de chance pour eux, il semblerait que Yorishige maîtrise aussi bien l'ultra instinct que Goku, car il arrive à facilement éviter toutes les attaques de ses adversaires et de manière fort gracieuse. Cette démonstration renforce le moral et la dévotion de ses soldats, qui décuplent alors leurs forces pour s'engager dans une guerre totale contre Sadamune. Pendant cette grande bataille, dans les hauteurs montagneuses, des Tengu, ce sont toujours les espions à la solde de Kyoto et donc de l'empereur, sont encore en poste pour informer Kyoto justement de ce qui se passe en Shimano. Cependant, grâce à la campagne de désinformation de Yorishige, ces Tengu sont bien mal informés car ils pensent toujours que la bataille actuelle n'a pour but que de vaincre le Lia et Sadamune. Malgré cela, Tokitsugu, le fils de Yorishige, accompagné de Gemba, sont chargés d'éliminer le dernier espion resté pour suivre la bataille. Ce qui est amusant ici, c'est qu'on pense alors que cette intervention sera l'occasion d'en savoir plus sur Tokitsugu, qu'on voit très peu, mais Yusei Matsui reste dans le running gag du personnage transparent, car quand le Tengu se demande si cela ne va pas inquiéter ses compagnons, que l'héritier de Suwa fasse cavalier seul, Tokitsugu part dans une complainte comique où il déclare que la puissante lumière de son père le rend complètement invisible et que donc personne ne remarquera son absence. Bon, c'est comique et en même temps un peu triste parce que le pauvre, finalement, il reste que dans l'ombre de son père. De plus, quand il déclarera qu'il est spécialisé dans le combat et non le divin, Kimba dira aussi que ça n'a rien de bien extraordinaire, au grand désespoir de Tokitsugu. En plus, il se permettra de dire que ça fait doublon avec Sadamune. Ça peut être sympathique quand même. Hein. Cela dit, pour une fois, ce running gag a une raison. Il n'y a aucune trace historique de Tokitsugu. On sait juste que c'est le fils de Yorishige et le père de Yoritsugu. Yusei Matsui en a donc fait un gag du personnage tout aussi transparent. Donc ça c'est bien parce que les autres on sait pas, à mon avis c'est juste un délire de Yusei Matsui. Mais là il y a quand même une raison, et c'est quand même sympa de le préciser, quoi. Du coup Yusei Matsui en a aussi profité pour nous dessiner ses éditeurs de manière assez exagérément détaillée, une fois de plus. Ces derniers lui assurant qu'on ne sait rien du personnage. J'aime bien ce genre de petit clin d'œil à la réalité dans le récit, c'est bref et souvent amusant. Il y avait déjà une autre référence à ces éditeurs quand Tokiyuki consultait le manuscrit de Kusunoki la veille de la grande bataille. C'est amusant car comme Akira Toriyama à l'époque de Dragon Ball, Yusei Matsui semble très stressé par les délais de parution. Pour en revenir au duel entre Tokitsugu et le Tengu restant, les deux adversaires semblent à force égale, même si Tokitsugu ne fait qu'éviter les coups du Tengu. Ce dernier décide alors d'adopter une tactique de guérilla en se cachant dans les arbres alentours, mais ce fut une erreur, car c'est ce qu'attendait Tokitsugu. L'héritier de Suwa étant naturellement quelqu'un qu'on ne remarque pas, il peut facilement effacer sa présence et se cacher aussi bien que le Tengu, qui est assez impressionné par son talent de dissimulation. Cela inquiéta d'ailleurs tellement le Tengu que quand il crut apercevoir Tokitsugu, il fonça sur lui sans remarquer que c'était en fait Gemba déguisé en Tokitsugu, alors qu'en règle générale, il aurait repéré ce déguisement rapidement. Gemba profite alors de cette précipitation pour lui lancer une boule explosive qui, en plus de figer le Tengu, l'emprisonne dans un large filet. On voit donc ici la progression de Gemba qui a appliqué le conseil de Fubuki en concevant une tactique offensive permet de figer l'adversaire et donc de tromper quand même toutes les capacités du Tengu qui lui avait bien mis la honte il y a quelques chapitres. Donc c'est une progression discrète, mais ça reste intéressant de voir que même le fier Gemba peut accepter le conseil de quelqu'un d'autre et le mettre en pratique efficacement.
Du côté de la bataille principale, Yasuie s'est faufilé dans la masse de soldats pour entretenir leur dévotion grâce à son habilité à remotiver les troupes. C'est certes un piètre soldat, mais sa tchatch est bien utile sur le champ de bataille, et Yorishige le précise bien. Mais l'événement le plus important, c'est l'entrée en scène du légat, car les forces de Suwa ne cessent de repousser celles de Sadamune, qui pense même à demander à Kiyohara de fuir. Étonnamment, ce dernier n'a absolument pas l'intention de partir, et il sort de sa résidence fortifiée dans une version améliorée de sa forteresse mobile, qui est bien plus grande que la précédente et bien plus redoutable. En un instant, la forteresse roulante fait pleuvoir une nuée de flèches sur le champ de bataille dans une grande case qui prend presque toute la page. Yusei Matsui gère encore une fois parfaitement les perspectives et j'ai vraiment l'impression que ces flèches se dirigent vers moi. C'est vraiment une case très réussie pour montrer toute la menace que représente cette forteresse à roues. Elle permet en plus à Sadamune de réorganiser ses troupes pour une contre-offensive. C'est alors qu'Oshina et ses hommes arrivent, les 3 généraux les ont envoyés auprès de Yorishige. Apparemment, les 3 généraux, ils arrivent à gérer Ichikawa tranquille pour aller envoyer Oshina sur le front principal. Ça montre quand même la qualité de ces généraux. Le côté fonceur et imperturbable d'Oshina permet alors de vaincre la peur de cette énorme forteresse et il planifie alors rapidement une offensive à base de flèches de feu pour incendier la forteresse. Cependant, Fubuki l'arrête tout de suite car il pressent que le légat a fait anticiper cette attaque et son intuition était la bonne car juste après, Kiyohara fait apparaître une seconde protection qui consiste en des prisonniers pendus à la paroi de la forteresse et attachés aux pieds et aux mains, rendant ainsi toute attaque à base de feu impossible. Sauf si tu as envie de faire cramer tous les prisonniers qui sont là. Donc on voit bien la technique bien vile. D'ailleurs, si c'est une technique extrêmement cruelle, il faut admettre que c'est d'une ingéniosité incroyable. Kiyohara a bien appris de ses échecs passés pour construire une forteresse imprenable, et Yorishige le dit aussi. Il a de plus été conseillé par Sasaki Doyo pour le choix des arbalètes et de son rechargement par des esclaves. La combinaison de ces deux esprits donne vraiment une effrayante machine de guerre. Cela dit, une fois de plus, après un moment d'effroi, Yorishige et ses alliés décident de jouer leur va-tout pour terrasser cette terrible forteresse. Yorishige et Oshina vont attaquer les soldats et les gardes de la forteresse, pendant que Tokiyuki se faufilera dans la masse pour atteindre la forteresse grâce à son incroyable talent d'évasion. Le jeune garçon sera ensuite chargé de décocher une flèche en direction de Kiyohara. Le plan est donc mis en action, et une fois de plus, la capacité de Tokiyuki à éviter toutes les flèches de la forteresse lui permet de l'approcher et d'y grimper à cheval tout en évitant les prisonniers. Si ça c'est déjà impressionnant, Tokiyuki fait encore mieux en déployant la toute première technique qu'il avait utilisée contre Sadamune au jeu de tir au chien, le tir part. Il saute dans le vide une fois à la hauteur du légat, puis se retourne en bordant son arc. Encore une fois, Yusei Matsui nous lâche une pleine page incroyable, à la perspective à nouveau impressionnante, sans oublier nombre de détails, avec les soldats en bas médusés, Kiyohara qu'on voit à travers une de ses fenêtres de tir, les prisonniers en contrebas et Tokiyuki prêt à tirer. C'est vraiment une composition de pages excellente. Je l'ai me répéter un peu beaucoup, mais c'est impossible de ne pas s'arrêter sur ce genre de page aussi incroyable qu'importante. D'ailleurs, ça m'arrive parfois de passer 1 ou 2 minutes juste à regarder toute la page pour voir tous les petits détails que Yusei Matsui a mis. Et même si c'est pas forcément des grandes découvertes, moi ça me plaît beaucoup. Car si Tokiyuki ne fait qu'égratigner le légat avec cette flèche qu'il vient de décocher, ce dernier se rend vite compte que la pointe de flèche n'était pas une simple pointe, mais une pointe en obsidienne, c'est une pierre volcanique, je me suis renseigné, imbibée de pouvoir divin dans le but d'extraire le pouvoir maléfique qu'avait transmis Takoji au légat. Ce dernier, se sentant brûlé de l'intérieur, sort la tête par l'une de ses fenêtres de tir, criant pour avoir de l'eau. Mais tout ce qu'il reçut, c'est une seconde flèche qui l'immobilisa, tirée par Shinomiya. Oshina, lui, se chargea ensuite du coup fatal en imitant Tokiyuki et escaladant la forteresse à cheval pour ensuite sauter vers Kiyohara et lui trancher la tête d'un puissant coup. Le maléfique légat est ainsi enfin vaincu grâce à une collaboration efficace et donnant un rôle à chacun. Ça paraît bête comme ça, mais moi je trouve ça vraiment très satisfaisant, car Yusei Matsui évite l'écueil du héros qui vainc tout à lui seul tous les ennemis. C'est un peu Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs, c'est pas très intéressant. Ici, Tokiyuki participe à la mort du légat, mais il est aidé par nombre de gens et laisse le coup fatal à Oshina, et ça c'est vraiment bien. En plus, de la symbolique, c'est Oshina qui a commencé à se soulever contre
le légat, et donc c'est bien de lui laisser le coup fatal. Pour revenir à Tokiyuki, il a dit lui-même, d'ailleurs, il est très clairvoyant là-dessus, après avoir vaincu Shokan, il dit clairement « Je suis trop faible, seul, je n'arriverai à rien ». Et ça se vérifie ici aussi, et c'est valable pour tout le monde. Seul aucun des généraux n'aurait pu vaincre le légat combiné aux forces de Sadamune et d'Ishikawa. C'est tous ensemble qu'ils ont réussi. Ça paraît un peu bateau et peut-être un peu cliché, mais j'ai l'impression que ça c'est de moins en moins dans les shonen, donc du coup, c'est un peu dommage. Du coup, moi je trouve important de faire intervenir tout le monde plutôt qu'uniquement le héros. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que j'apprécie ce manga et son héros, car il a certes une capacité incroyable pour la fuite, mais seul ça ne sert pas à grand chose. Il a vraiment besoin de tout le monde. D'ailleurs, quand Tokiyuki a sauté pour faire son tir part, quand il est retombé, il y avait Ayako à la réception pour le rattraper, quoi. C'est elle qui a le plus de force, donc forcément. Donc voilà, il y a vraiment une collaboration qui se fait naturellement entre tous les membres, tout l'entourage de Tokiyuki, en fait. Tout ça pour arriver à la victoire, et c'est ce qui arrive. Bref, le légat vaincu, Sadamune est repoussé loin de la bataille alors qu'Ishikawa, lui, est aussi vaincu. Les forces du Shuha fêtent alors leur grande victoire dans une gigantesque beuverie qui ne manque pas d'humour, hein, car Tokiyuki étant passablement secoué par la joie de ses compagnons, et notamment Oshina et Miura. On voit quelques pages où c'est assez rigolo. On voit bien Tokiyuki qui même devient quasiment ivre parce que bon, toutes les odeurs de bière, il devient aussi complètement bourré, quoi. Cependant, ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, la gueule de bois fut douloureuse et les soldats perdirent leur entrain de la veille, commençant à douter de leur victoire en dehors de Shimano, tout en craignant la réaction aussi de l'empereur qui risque d'envoyer certainement une armée pour les punir. C'est donc là que Yorishige décide que Tokiyuki doit révéler son véritable identité, car il est toujours connu sous le nom de Shojumaru, un simple garde du sanctuaire. Yorishige annonce donc qu'il cède sa place de général en chef des armées à Shojumaru, et si cela surprend déjà les soldats, ce qui arrive va encore plus les surprendre. Donc Tokiyuki, alias Shojumaru, prend alors la parole sous le regard étonné de ses soldats, mais aussi de Sadamune et Ishikawa, qui étaient revenus discrètement épier les forces du Shuha. Sadamune trouvant étrange qu'ils ne les poursuivent plus et que l'armée ne se dissout pas. Décidément, ce gars a vraiment un instinct vraiment un instinct incroyable, quoi. Le gars, il arrive à capter tout, quoi. Bon, ce qui va arriver, il l'avait pas capté, mais quand même. Hein. Bref, pour faire monter le suspense et l'engouement, Tokiyuki ne révèle pas tout de suite qui il est, mais déclame d'abord sa généalogie en partant de son plus ancien ancêtre, le premier régent du shogunat de Kamakura, Hojo Shiro Tokimasa. Bien sûr, cette déclaration fait bisquer Sadamune, qui se rend compte que Tokiyuki était bien un Hojo, mais il pense d'une branche cadette et donc de peu d'importance. C'est assez marrant de voir la réaction de Sadamune, parce qu'avec tout ce qu'il a entrepris pour essayer de griller Tokiyuki en tant que Hojo, a échoué, et c'est finalement via Tokiyuki lui-même qu'il finit par apprendre qu'en fait c'est quand même un Hojo, quoi. C'est assez cocasse, je trouve. Tokiyuki continue alors l'énumération de ses ancêtres, et au plus il arrive à lui, au plus tous ceux qui l'écoutent remarquent qu'il ne cite que des Hojo de la branche principale, celle au pouvoir jusqu'à il y a 2 ans. Quand il arrive alors à son père, Hojo Takatoki, Sadamune n'en peut plus, car il se rend compte que Shojumaru, qu'il a croisé plus d'une fois, est bien plus important qu'il l'aurait cru. Le pauvre, il a déjà eu l'occasion même de pouvoir tuer Tokiyuki, et ça ne s'est pas fait, alors que là, il aurait pu donner un gros coup à la rébellion, parce que du coup, il aurait tué le seul Hojo encore en vie. Ensuite, Tokiyuki termine sa lignée et se révèle avec une double page absolument magnifique. La première moitié est remplie par un Tokiyuki en entier, avec une pose très classe et dynamique, avec ses cheveux qui se courbant autour de lui, et le symbole de sa famille, les 3 écailles, l'illuminant en arrière-plan. Alors oui, vous allez me dire c'est la Triforce, mais non, les 3 écailles c'est arrivé avant, puisque là on est en 1335. Mais c'est vraiment ça, quoi. D'ailleurs je mettrai l'image sur le montage vidéo, c'est la Triforce en fait, mais à l'époque ça s'appelait les 3 écailles, et c'est le symbole de la famille Hojo. La seconde moitié est consacrée aux réactions de ces soldats, tous baignés dans les rayons des 3 écailles. On les voit tous médusés, sauf les insaisissables et Yasue, qui étaient déjà au courant,
Mais on voit aussi Miura et Oshina mortifiés en se souvenant quel traitement familier il avait réservé à Tokiku la veille. C'est un peu comme si tu avais maltraité en fait leur seigneur en fait finalement, parce que du coup c'est plus un garde du sanctuaire, c'est le top seigneur quoi, c'est l'héritier du shogunat, enfin en fait, de la régence du shogunat quoi. Donc je peux comprendre qu'ils sont un peu gênés quoi. Encore une fois, même dans une double page extrêmement importante et que je trouve épique, Yusei Matsui n'oublie pas de placer des petits détails comiques, comme le flashback de Miura et Oshina, dont je viens de parler, ou encore l'inscription Ojo sur le front réjoui de Yasui. C'est vraiment l'une des choses que j'apprécie beaucoup chez Yusei Matsui, c'est qu'il fait attention à tous les petits détails. Cela dit, cette composition de pages est encore merveilleuse et clairement l'une de mes préférées. Quel impact incroyable elle a quand même quand on la découvre, après tout le discours de Tokioki, qui était lui aussi très bien structuré pour qu'on suive bien sa généalogie, car on a vraiment tout l'arbre des Hojo, quoi. Même les petites branches cadettes de gens qui vont juste être nommés vite fait dans le fond de la page, on a vraiment tout, quoi. Mais on suit bien la branche principale jusqu'à Tokioki lui-même, quoi. Et donc c'est vraiment très agréable à lire et construit bien l'engouement pour terminer en apothéose avec une double page extraordinaire. Vraiment, je peux encore parler longtemps de cette double page parce que quand je l'ai lu, j'ai vraiment trouvé incroyable et j'aimerais bien un jour l'imprimer pour en faire un poster. Hein. Pour terminer, avant que cette review ne soit bien trop longue, on peut vraiment dire que c'est dans ces chapitres que Tokioki se révèle le plus et qu'il montre que ces 2 ans passés en Shimano portent vraiment ses fruits, malgré les forces en présence. Tokioki a donc 3 actions décisives dans ces chapitres. Il vainc d'abord Shokan avec Fubuki, portant ainsi un grand coup à Sadamune et gagne l'affection de ses soldats. Il participe ensuite à la mort du légat en tirant une flèche dans une position que seul lui pouvait faire, tellement elle est acrobatique. Et après ça, il déclame un puissant discours pour révéler sa véritable identité et ainsi ragaillardir ses soldats, plutôt moroses après une nuit trop festive. Plus il a la bonne idée de ne pas déclamer son identité tout de suite. Non, le gars, il a décidé de refaire toute sa généalogie depuis le premier régent, hein, qui remonte à 1185, donc ça fait presque 200 ans avant. Tout ça pour accumuler l'engouement, la hype, hein, comme on dit chez les Jones, tout. Et voilà, je trouve vraiment, il a vraiment l'intelligence de construire son discours de manière à ce que ce soit le plus épique possible, quoi. Et quand il arrive à la révélation qu'il est Hojo Tokiyuki, donc l'héritier du régent du shogunat de Kamakura, ça a un impact vraiment puissant, quoi. Et bon, bien sûr, Yusei Matsui met en scène, avec ses doubles pages, j'en ai déjà parlé, avec les rayons qui rayonnent. Ah, c'est bonne scène. Vraiment, c'est parfait, quoi. Je trouve vraiment l'intelligence, entre guillemets, de Tokiyuki dans ce discours assez parfaite, quoi. Yorishige voulait faire de Tokiyuki un général, et je pense qu'il a vraiment réussi. Yusei Matsui donc termine la première partie de son histoire par une bataille épique et un Tokiyuki devenu le chef incontesté des armées Hojo et qui s'est révélé autant à ses alliés qu'à ses ennemis. Parce que n'oublions pas que Sadamune et Ishikawa étaient en embuscade pour écouter la révélation. C'est donc sur cette révélation que se termine cette review. Je vous dis donc à bientôt pour la suite qui promet d'être tout aussi épique. Au revoir.